Bonjour à tout le monde et bienvenue. Merci à tous pour votre participation et l'intérêt pour le premier webinaire organisé par Veto Pharma sur le screening de nouvelles molécules contre Varroa Destructor. Donc vraiment, c'est les projets qu'on appelle en interne projet Varroa 2.0 et qui anime l'équipe innovation et le pôle développement innovation abeille au quotidien chez Veto Pharma. Quelques mots d'introduction. Donc, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yanis Mahé. J'ai maintenant rejoint Veto Pharma il y a 4 ans et je m'occupe particulièrement tout particulièrement et principalement du marché apicole français. Donc, je suis vraiment le point de contact avec toutes les structures sanitaires au quotidien, les apiculteurs professionnels, apiculteurs de loisirs, mais aussi toute structure évoluant dans la filière apicole française, des structures à vocation technique, de développement et autres, en l'occurrence sur des projets de collaboration, des discussions, mais aussi sur toute discussion qui anime et projets le quotidien de nos apiculteurs et les solutions de demain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Veto Pharma, notre spécificité, notre spécialisation réside dans la santé de l'abeille et d'être focalisé sur la recherche de ces solutions. À la fois, on est un laboratoire de santé animale, mais avec une vocation unique sur la santé de l'abeille. Donc, comme je le disais, ça c'est un point très important qui nous distingue. On est le seul acteur français aujourd'hui dans ce domaine-là. C'est un point important et aujourd'hui, on avait cœur à vous partager, en tout cas, les longs projets de développement qui ont été, conduits par l'équipe innovation et les phases, actuelles qu'on peut vous partager, hein, dans tout le la possibilité et en préservant la confidentialité qu'on se doit. Donc effectivement, je suppose qu'il y aura beaucoup de questions qui vont venir suite à cette présentation. Sachez qu'on essaie de vous partager ce qu'on peut dans la mesure du possible, en l'occurrence. Comme je vous le disais, donc ce webinaire va être animé par Rémi Padet, donc Bonjour. merci Rémi, notre responsable innovation, pôle abeille. Rémi a un parcours d'ingénieur agronome. Suite à ses études, il a rejoint la chambre d'agriculture de Bretagne avant de rejoindre la DAGE Bretagne. Et depuis maintenant 6 ans, il a pris la responsabilité du pôle de développement chez Veto Pharma pour l'innovation abeille, et donc qui réside à la fois dans différents projets innovation, mais aussi la gestion du rucher expérimental. Je n'en dis pas plus maintenant pour pas faire trop de teasing, parce que Rémi reviendra plus spécifiquement sur tous ces points de détail durant sa présentation. Je vous souhaite à tous une excellente présentation, en espérant que vous captez bien et que tout se passe bien de votre côté. Et Rémi, je te laisse la parole. Merci beaucoup Yanis. Bonjour à toutes et à tous du coup. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, pardon, pour essayer de nous garder un petit peu de temps pour les questions et réponses à la fin. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc le projet Varroa 2.0, donc le screening de nouveaux actifs contre Varroa Destructor. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, qu'est-ce qu'on appelle screening? Donc en gros, le terme screening, ça désigne une méthode d'investigation qui permet d'effectuer un tri, qu'on appelle en anglais screening, parmi des substances, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, dont on ignore complètement certaines propriétés pharmacologiques, dans justement la perspective de développer un nouveau médicament. Ici, en gros, lutter contre le varroa. La recherche et développement chez Veto Pharma. Donc, encore un petit peu de contexte pour pouvoir remettre tout ça à plat. Donc, les outils que nous avons à disposition pour aujourd'hui, enfin que vous avez à disposition en tant qu'apiculteur aujourd'hui pour lutter contre Varroa, donc c'est basé sur l'utilisation de 6 actifs en France. Donc, je vais les citer rapidement, hein, l'amitrase, l'acide oxalique, l'acide formique, le thymol, le tofluvalinate et la flumétrine, avec tout un tas de présentations différentes, mais je ne vais pas les citer dans ce webinaire. La dernière AMM obtenue date de 2021 sur un produit à base d'acide formique. Qu'est-ce qu'on met en œuvre chez Veto Pharma pour justement la recherche de ces nouvelles solutions pour vous en tant qu'apiculteur, pour essayer de viabiliser un peu plus les exploitations, parce que le varroa, ça reste quand même le problème numéro 1 sur vos exploitations. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, on va parler de varroa. Donc, on a deux, en gros, pistes de travail. Donc, on a la reformulation d'actifs existants qui vont permettre d'améliorer l'efficacité, de réduire les variations qu'on peut avoir entre les ruches, entre l'efficacité du traitement dans certaines ruches et dans d'autres. Améliorer par exemple la cinétique d'action pour que le traitement soit plus rapide en début de traitement, faciliter l'utilisation du médicament par l'apiculteur, plus c'est facile à utiliser, moins ça prend de temps, plus c'est rentable on va dire, minimiser l'impact négatif des variations de température. On a encore quelques actifs qui sont utilisés aujourd'hui, comme par exemple le thymol, l'acide formique, qui sont température dépendants, c'est-à-dire que l'efficacité va être modifiée en fonction des conditions extérieures que vous pouvez avoir au niveau du rucher.
et aussi proposer une meilleure gestion de l'infestation varroa tout au long de l'année dans vos exploitations. Et le deuxième volet de ce projet-là, en fait, c'est la découverte de nouveaux actifs. Donc en gros, c'est d'essayer d'identifier des nouveaux actifs, autres que les 6 que je vous ai présentés juste avant, pour essayer d'élaborer une véritable stratégie de lutte intégrée sur l'exploitation. Donc pour essayer de maximiser les rotations possibles et de prévenir les potentielles résistances qui vont en tout cas apparaître sur des actifs qu'on utilise depuis très longtemps. Mais également identifier de nouvelles formes d'application liées justement à ces molécules. Donc la recherche de nouveaux actifs. Comment on fait chez Vetopharma pour rechercher justement ces nouveaux actifs? Donc c'est le screening de molécules. Donc on cherche des actifs, que ce soit bio ou conventionnels. Clairement, l'objectif c'est de trouver des nouvelles solutions. Donc alors si c'est naturel, tant mieux. Si c'est conventionnel, on fera avec, etc. Mais on cherche dans toutes les directions possibles pour trouver de nouvelles solutions. Il faut que ces molécules soient efficaces, il faut qu'elles ne soient pas forcément toxiques pour les abeilles, il faut qu'elles ne soient pas toxiques pour les apiculteurs, et il faut forcément qu'elles respectent la qualité du miel. On le verra un petit peu plus tard à la fin de ce webinaire sur les conditions d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Pour cela, donc, on mesure 3 critères. Donc, nous, c'est un protocole qu'on a mis en place en interne pour essayer de screener au maximum des molécules tout au long de l'année. Donc, on regarde la mortalité des varroas dans le temps jusqu'à 24 heures. Je vais vous détailler le protocole ensuite. La mortalité des abeilles dans le temps, pareil, jusqu'à 24 heures. Et potentiellement des changements de comportement des abeilles qu'on pourrait, ou des varrois, bien sûr, qu'on pourrait observer pendant ce laps d'observation. Et en gros, depuis ces 5 dernières années, on a screené plus de 40 molécules. Donc l'organisation pour faire tout ce travail, je travaille en lien avec une équipe de développement galénique et analytique. Donc, je vous mets le petit pointeur laser. Hein. Donc en gros, cette équipe, c'est l'équipe qui va travailler sur la recette. En gros, voilà, moi j'ai tel actif. Est-ce que vous pouvez me faire une petite recette avec ce médicament pour que je puisse le tester, que ce soit au laboratoire ou que ce soit en ruche? Donc pour reformuler les actifs existants, pour formuler de nouveaux actifs, mais aussi pour vérifier la stabilité du produit et sa qualité. Ça, c'est un critère très important sur les médicaments. En gros, au moment où ça va aller sur le marché, il faut que ce qu'on ait mis au départ dans la recette, on le retrouve. Et pendant toute la durée de vie du médicament, ce qu'on appelle la shelf life. Donc, par exemple, sur certains produits, elle est de 2 ans, sur d'autres 1 an, 18 mois, ça dépend. Donc, on est aussi équipé d'un laboratoire abeille qui va nous permettre justement de faire ces études in vitro sur le screening de nouvelles molécules ou de nouvelles formulations. Et particularité, et on est très fiers de ça chez Vetopharma en tout cas, donc on a un rucher expérimental entre 250 et 300 colonies et 2 apiculteurs avec qui je travaille à temps plein. Et ces apiculteurs travaillent à temps plein. Donc ce rucher expérimental nous permet de suivre l'efficacité des médicaments qui ont déjà une AMM, c'est-à-dire vérifier, ok, ça fonctionne toujours tous les ans, etc. De tester l'efficacité et les impacts potentiels sur les colonies, donc que ce soit sur le couvain, sur le développement des colonies, sur les abeilles adultes, de nouvelles formulations. Mais c'est aussi grâce à ces ruches qu'on va avoir le matériel biologique pour faire notre protocole de screening. Donc j'y viens sur le protocole de screening. Donc en gros, pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut pour tester une molécule, savoir, ok, est-ce qu'elle agit sur varroa, est-ce qu'elle est non toxique pour les abeilles? Donc il me faut des abeilles, il me faut des varrois. Donc pour ça, on a mis en place des protocoles de suivi de ruches, en gros chez Vetopharma. Donc on a des concentrateurs qu'on appelle des concentrateurs à varroa. C'est-à-dire c'est des colonies qui sont surinfestées, donc qui demandent une attention très particulière, parce que clairement, si vous les laissez seules, en fait, elles ne peuvent pas survivre plus de 2 semaines, on va dire. Après, elles s'effondrent complètement. Donc en gros, on a 3 concentrateurs comme ça. Et pour maintenir ces concentrateurs pendant la saison, on a besoin d'une 50aine de ruches derrière pour fournir des cadres de couvain, des nouveaux varrois et des nouvelles abeilles. Parce que c'est des colonies qui sont vraiment surinfestées, donc très, très affaiblies. Dans ces concentrateurs, donc tous les matins, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prélever 300 abeilles pour prélever les varrois. Donc, c'est-à-dire, on met 300 abeilles, on secoue, et en gros, on va récupérer les varrois pour pouvoir ensuite les mettre en place dans notre protocole. Donc, ces varrois, on les sépare avec un pinceau du sucre glace et on les place dans une petite boîte, comme vous pouvez voir ici, une petite boîte de pétri, et on met 10 varrois par boîte. Ensuite, on récupère également
des abeilles qu'on a été chercher ce coup-ci dans des colonies qui sont en pleine forme et qui n'ont pas reçu de traitement depuis un minimum 6 mois. Pour pas qu'on ait de questions, c'est-à-dire, OK, moi j'ai mis mon actif, mais si cette colonie où j'ai pris les abeilles a reçu un traitement il y a 2 semaines, peut-être que je peux retrouver des traces de la molécule qui a été utilisée. Donc voilà, on prend des colonies qui n'ont pas reçu de traitement depuis un minimum 6 mois. Donc ces abeilles, qu'est-ce qu'on va faire? On va les endormir, donc on les endort au CO2. Et ensuite, on va déposer au niveau thoracique la molécule diluée dans son solvant à la concentration pour laquelle on veut la tester. Donc ensuite, on reprend notre petite boîte où il y a les 10 varrois et on va venir placer ces 10 abeilles intoxiquées. Donc on s'assure, quand on met les abeilles dans la boîte avec les varrois, que l'ensemble des varrois, quand on ferme la boîte, sont sur les abeilles. C'est assez impressionnant, hein. Vous approchez l'abeille qui est encore endormie près d'un varroa, le varroa saute dessus. Et ensuite, on met tout ça en couveuse et on fait des mesures. Après 5 minutes pour vérifier que tout se passe bien, et ensuite 2 heures, 4 heures et 24 heures. Pour faire cela, donc je vous ai dit, la molécule, il faut qu'on la solubilise dans un solvant. Mais le problème, c'est qu'on a certains solvants qui sont toxiques à la fois pour varroa ou pour les abeilles. Donc, il nous faut trouver des solvants qui ne sont pas toxiques pour les varrois. Donc, on s'accorde 10% de mortalité. Non toxiques pour les abeilles, pareil, on s'accorde 10% de mortalité. Il faut que ce solvant soit applicable sur le thorax des abeilles. Vous pourrez essayer, chez vous, essayer de déposer une petite goutte d'eau sur le thorax d'une abeille. Ça va faire une petite bille, ça va rouler. Donc clairement, il faut des solvants qui s'évaporent très rapidement pour qu'on sache que la quantité de molécules qu'on veut tester a bien été, on va dire, absorbée par le thorax de l'abeille. Donc qui s'évaporent rapidement et forcément compatible avec la molécule à tester. Il y a certaines molécules, des fois on tente sur les solvants qu'on a identifiés, on n'arrive jamais à la solubiliser. Donc après, il faut chercher d'autres pistes de réflexion. Juste pour vous montrer quelques petits résultats, hein, par rapport aux solvants. Donc on a en gros 4 solvants qu'on utilise quotidiennement, on va dire. Donc vous voyez, hein, sur la gauche, la mortalité abeille, sur la droite, la mortalité varroa. Donc ces solvants sont très safe, donc ils ne sont pas toxiques pour les abeilles et ils ne sont pas toxiques pour les varrois. Donc on les valide, on peut les utiliser. Notre contrôle positif pour savoir si notre protocole fonctionne toujours, etc. Donc nous, on utilise la mitrase. Donc comme vous pouvez voir, quand on dépose 1 microgramme par microlitre, donc sur chaque abeille, on va déposer 1 microlitre de solution. Dans ce microlitre ici, il y a 1 microgramme d'amitrase. Vous pouvez voir, au bout de 2 heures, on est déjà à 100% de mortalité varroa, 4 heures et 24 heures. Et au niveau toxicité abeille, on est vraiment très faible, il n'y a aucune toxicité abeille. Donc le protocole est validé, on peut aller plus loin. Donc maintenant, je vais essayer de vous présenter quelques résultats intéressants. Comme l'a dit Yanis, on va essayer de vous partager le maximum de choses dans la limite du raisonnable. Donc là, on va déjà vous montrer des résultats que nous, on a considérés comme éliminatoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez efficaces sur varroa ou trop toxiques pour les abeilles. Donc ces molécules éliminatoires, clairement, on entend beaucoup de choses sur le terrain, etc. Moi, je fais des mélanges d'huile essentielle, j'utilise telle huile essentielle, telle huile essentielle. Donc on s'est dit, vas-y, on va les tester pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ces huiles essentielles, qui sont souvent citées par les apiculteurs pour leur côté bio, ont démontré dans notre protocole, en tout cas, une efficacité insuffisante et ou une forte toxicité pour l'abeille. Donc les principaux huiles essentielles qu'on a testées, hein, il y a l'huile essentielle d'ail, de clou de girofle, de poivre nard, de géranium, de lavande et de tea tree, arbre à thé. Par exemple, je vous prends donc l'exemple de l'huile essentielle d'ail. Toujours, toutes mes slides seront de la même façon. Mortalité abeille à gauche, mortalité varroa à droite. Donc, si on prend par exemple l'huile essentielle d'ail, donc on l'a testé à différentes concentrations, 1/10 étant le plus concentré, 1/1000 le plus dilué, donc le moins concentré. Donc si vous regardez, donc l'huile essentielle d'ail au niveau mortalité varroa, donc à 1/10, donc la concentration la plus élevée, c'est très efficace contre varroa, 80% de mortalité au bout de 2 heures, ensuite on va dire 90 et 100% au bout de 24 heures. En revanche, on a les abeilles qui ont suivi. Donc à partir du moment où la mortalité des abeilles commence à croître, mes résultats de mortalité varroa ne peuvent plus être interprétés. Donc je ne sais pas si c'est
la molécule ou si c'est parce que mes abeilles sont mortes que les varroas sont morts. Mais en tout cas, l'huile essentielle d'ail est très toxique pour les abeilles. Et dès qu'on commence à diluer, donc vous voyez 1/10, 1/15, donc une très faible dilution, mais une dilution, on perd toute l'efficacité contre varroa. L'huile essentielle de clou de girofle, donc encore une fois, testée à différentes concentrations, 1/10 étant la solution la plus concentrée, 1/100 la moins concentrée. Donc si vous regardez 1/10, pareil, très efficace contre varroa, 100% en 2 heures, à partir de 2 heures. Et par contre, on atteint déjà 40% de mortalité sur les abeilles. Donc encore une fois, très toxique pour les abeilles. Et dès qu'on applique une dilution de 10 fois, par exemple, on perd toute l'efficacité contre varroa. L'huile essentielle de poivre noir, donc on l'a testée pure, c'est-à-dire on l'a achetée, on l'a testée pure, ensuite on l'a diluée à 50%, puis ensuite des dilutions successives. Vous pouvez voir encore une fois, très efficace, pure et diluée à 50% contre varroa, quasiment 100% en 2 heures, à partir de 2 heures. Et au niveau mortalité abeille, encore une fois, très toxique contre les abeilles. Et ensuite, à partir du moment où on commence à le diluer très fortement, on va dire, on perd tout l'intérêt, encore une fois, contre varroa. Ici, vous avez une slide un peu plus lourde, on va dire, avec 3 huiles essentielles différentes. Donc l'huile essentielle d'arbre à thé, diluée à 1/10, l'huile essentielle de lavande diluée à 1/10 et l'huile essentielle de géranium diluée à 1/10. Donc vous voyez les résultats, c'est pas très efficace contre varroa, hein. Et niveau toxicité abeille, c'est pareil, on atteint déjà des 60% de mortalité abeille. Donc encore une fois, peu efficace sur ces trois-là, très toxique pour les abeilles. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire le topo sur ce qu'on a testé et que nous, en tout cas, on considère pour le moment pas intéressant. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer des résultats plus prometteurs, forcément, hein, parce que parmi toutes ces molécules qu'on a testées, il y en a quand même quelques-unes qui ont fonctionné. Sans doute pas suffisamment, mais on fait avec ce qu'on a. Donc on continue à travailler sur ces résultats-là. Clairement, dans la partie qui va suivre, je ne vous donnerai jamais le nom des molécules. Donc elles sont toutes codées avec des numéros. C'est à la fois, juste pour faire cette petite parenthèse, parfois on travaille avec des partenaires sur certaines molécules, donc pour garder le côté confidentiel, parce qu'on a un partenariat derrière, ou aussi pour nous, pour garder un petit peu les secrets d'entreprise. Et c'est aussi une volonté de notre part, parce que par exemple, il y a eu pas mal de publications, par exemple sur le chlorure de lithium, etc. Et nous, ce qu'on a observé un petit peu en allant sur le terrain, etc., c'est que ben voilà, une publication a dit le chlorure de lithium est très efficace contre varroa. Qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est des apiculteurs qui utilisent le chlorure de lithium. Soyez très vigilants sur ce que vous testez dans vos ruches, ce que vous mettez dans vos ruches. Pensez toujours à votre santé, mais également à la santé du consommateur qui va consommer votre miel et à vos cires, etc. C'était juste pour faire la petite parenthèse. Donc au niveau résultat prometteur, donc ça c'est la molécule numéro 1 qu'on a testée en dépôt thoracique, si vous revenez un petit peu sur le protocole. Donc on l'a testé à différentes concentrations, 0,1 microgramme par microlitre, 1 microgramme par microlitre, comparable au témoin positif l'amitrase, 10 microgrammes par microlitre et 100 microgrammes par microlitre. Donc comme vous pouvez voir, plus la concentration augmente, plus l'efficacité contre varroa augmente. Juste pour vous expliquer, parfois, à 4 heures, les courbes sont plus basses qu'à 2 heures. C'est juste que nous, on considère quand un varroa est tombé des abeilles, on le considère mort au moment de la mesure. C'est possible que 4 heures après, il soit remonté, qu'il ait juste été, par exemple, paralysé, etc. Nous, on se rassure en se disant qu'un varroa qui va en général tomber au fond de la ruche aura vraiment beaucoup de difficultés à remonter sur une abeille derrière. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu pourquoi des fois ça peut descendre un petit peu niveau résultat entre 2 heures et 4 heures. Donc comme vous pouvez voir, à partir de 1 microgramme par microlitre, on commence à avoir quelque chose de très intéressant avec 70% de mortalité varroa au bout de 2 heures, 100% au bout de 4 heures, pareil pour 10, pareil pour 100. En revanche, à partir du moment où on est très concentré, 100 microgrammes par microlitre, là, on est toxique sur les abeilles. Donc il y a une relation de dose-effet. Mais clairement, une molécule qui est très intéressante parce que vraiment active contre varroa et vraiment safe pour les concentrations.
active contre varroa, on va dire, pour les abeilles. C'est une molécule qu'on va clairement continuer à investiguer, et à peu près une même cinétique que la mitrase. Pour creuser un petit peu, on s'est dit tiens, ça serait bien de peut-être tester cette molécule par ingestion. Donc on a mélangé la molécule à du sirop, donc à 100 microgrammes par millilitre. On a donné ça à nos abeilles dans nos petites boîtes et on a regardé un petit peu ce qui se passait. Et donc vous pouvez voir qu'on a remarqué, en tout cas, une efficacité contre varroa. Donc, par exemple, 2 heures après le début de prise du sirop par les abeilles, on était déjà à 25% de mortalité des varroas. Ensuite, 65% au bout de 3h30, 3h45, etc. Après, on commence à avoir de la mortalité naturelle liée aux conditions aussi de notre protocole. Voilà. En revanche, ce côté ingestion, donc pour l'instant, avec des grosses pincettes, c'est clairement pas la voie envisagée, mais l'ingestion de la molécule pourrait peut-être entraîner des résidus dans les produits de la ruche, ce qui sera stocké derrière, ou peut-être à terme une toxicité pour le couvain. On a également, donc voilà, ça fonctionne dans notre screening au labo. On a décidé, donc avec nos équipes galéniques et analytiques, de faire des premières formulations pour tester cette molécule en ruche. Donc vous avez le groupe A, donc on a un très faible nombre de ruches, je ne vais pas vous le cacher. Le groupe A où on a testé la molécule à une dose connue. Le groupe B, cette même molécule, mais on a pris la dose du groupe A qu'on a multiplié par 2. Et le groupe C, la même molécule, encore une fois, mais on a pris 4 fois la dose qu'on a utilisée dans le groupe A. C'est une espèce de dose détermination, on appelle ça. On a réussi, dans des conditions de hors couvain, c'est-à-dire on a encagé nos rennes 3 semaines avant. Le 21 octobre, on a appliqué notre traitement, on l'a laissé pendant 10 jours, et ensuite on a fait un acide oxalique pour vérifier ce qui restait comme varroa. Donc on a fait tomber quasiment 95% de l'infestation totale de varroa, donc avec le groupe C. Donc vraiment très très intéressant sur ces premières études en ruche. On a mis des trappes à abeilles mortes pour vérifier la mortalité des abeilles, et clairement il n'y avait pas de mortalité pour les abeilles. Donc ça nous confirme encore que cette molécule est très intéressante. Pourquoi 3 ruches par groupe? Parce que c'est des molécules, voilà. On met des molécules qu'on ne connaît pas en ruche. Donc l'objectif derrière, nous ce qu'on fait, c'est que les rennes, voilà, je vous ai dit qu'on les avait encagées, mais au lieu de les encager, on les retire pour sauvegarder la génétique. Et ensuite, l'ensemble des colonies, etc., vont être euthanasiées pour ne pas risquer une pollution de l'environnement. La molécule numéro 2, c'est une molécule qui est très proche chimiquement de la molécule numéro 1, parce que c'est toujours intéressant parfois de parler pas uniquement de molécules, mais de familles de molécules. Donc encore une fois, testé à 0,1 microgramme par microlitre, 1 microgramme, 10 et 100 microgrammes par microlitre. Donc là, vous pouvez voir, elle est un petit peu moins efficace. On avait de très bons résultats à 1 microgramme pour la molécule 1. Ici, voilà, les résultats très intéressants sont plus orientés vers 10 microgrammes par microlitre. On est déjà quasiment 90% de mortalité au bout de 2 heures pour les varrois, 100% ensuite. Pareil pour le 100 microgrammes par microlitre. Et on observe encore une fois cette toxicité abeille pour les concentrations les plus élevées. Mais encore une fois, une cinétique très intéressante, comparable à la mitrase. On a testé également une molécule qu'on va appeler molécule numéro 3. Désolé. Là, clairement, c'est une nouvelle famille de molécules complètement indépendante de la molécule 1 et molécule 2. Comme vous pouvez voir, donc, on l'a testé donc, à 10 microgrammes par microlitre, 25 microgrammes par microlitre et 50 microgrammes par microlitre. On était relativement concentré. Donc, comme vous pouvez voir, les résultats à 10 sont un petit peu faibles au niveau varroa. En gros, on atteint un palier à peu près à 35% jusqu'à 24 heures. Par contre, pour 25 microgrammes et 50 microgrammes par microlitre, on a des résultats très intéressants, avec quasiment 95% pour le 25 microgrammes par microlitre et 100% pour le 50 microgrammes par microlitre, avec surtout, point très très intéressant, aucune mortalité abeille. Vraiment une molécule très safe pour les abeilles. Cette molécule, justement, on s'est dit, oh, super, on a des bons résultats au labo, allez, essayons en ruche. Donc on a fait des formulations avec cet actif-là, etc. Et on a fait une étude, ce coup-ci, non pas sur des colonies en hors couvain, mais sur des colonies en conditions normales de fin de saison. Et on a fait une étude sur 6 semaines en fin de saison.
Donc c'est la cinétique. Donc là, ici, vous pouvez voir la moyenne des efficacités cumulées sur les 6 semaines, donc 42 jours. Clairement, à la fin, en moyenne, on atteignait à peu près, on va dire, 88% d'efficacité totale. On est encore un petit peu loin du 95% attendu pour potentiellement pouvoir enregistrer un nouveau médicament. Ça, c'est les guidelines européennes. Mais en tout cas, une cinétique d'action qui est très très intéressante, donc avec une efficacité très rapide en début de traitement. Et ensuite, comme pour tous les traitements, on atteint des paliers jusqu'à l'efficacité finale. Donc clairement, nécessité d'améliorer un peu la disponibilité de l'actif en ruche et peut-être, pourquoi pas, d'augmenter un petit peu aussi le temps de traitement. Là, on est parti sur un traitement court, entre guillemets, traitement court de fin de saison sur 6 semaines, peut-être aller un petit peu plus loin dans le temps. La molécule 4, donc je vous la présente ici, là on sait que c'est un autre récepteur cible que toutes les autres molécules qu'on a pu vous montrer avant. Donc encore une fois, une nouvelle famille de molécules. On l'a testé donc à 1 microgramme par microlitre, 5, 10 et 50 microgrammes par microlitre. Vous pouvez voir 50, c'est un peu plus lent en termes de cinétique. C'est très efficace, au bout de 24 heures, on a 100% de mortalité varroa. Par contre, on atteint déjà des 50% de mortalité abeille. Donc cette concentration à éviter, en tout cas d'un point de vue toxicité abeille. En revanche, jusqu'à 10 microgrammes par microlitre, donc on a une cinétique très semblable à 50, et avec des résultats quand même très intéressants, avec 100% de mortalité au bout de 24 heures, et on est déjà à 90% au bout de 4 heures. Donc, une cinétique qu'on va quand même considérer comme rapide, on est au labo, et par contre, une toxicité à partir de 50 microgrammes par microlitre. La molécule numéro 5, si je ne me trompe pas, ce coup-ci, là, pour vous donner un petit peu de croustillant, on va dire, c'est une molécule qui serait utilisable en apiculture biologique. Donc, comme vous pouvez voir, on a fait beaucoup de manips sur cette molécule-là, parce que voilà, molécule potentiellement utilisable en apiculture biologique. On y va. Donc, on l'a testé à différentes concentrations, hein, de 10 jusqu'à 200 microgrammes par microlitre, donc très très concentré. Donc, comme vous pouvez voir, les résultats, voilà, on a quand même une relation de dose-effet, c'est-à-dire plus on va concentrer la molécule, plus on va avoir une meilleure efficacité contre varroa. Avec attention, pour les 2 concentrations les plus élevées, les 2 ou 3 dernières concentrations, on commence à avoir une toxicité abeille, point de vigilance. Mais par contre, jusqu'à 100 microgrammes par microlitre, on a quand même des résultats qui sont relativement intéressants. On n'est pas à 100% au bout de 24 heures, mais pour le moment, on va s'en satisfaire. On va aller creuser derrière pour essayer d'améliorer un petit peu cet actif pour pouvoir proposer des solutions dans l'avenir. Et forcément, vous allez me dire, on l'a testé en ruche. Donc c'est pareil, on a pris des colonies, on a fait des colonies normales, hein, avec une reine qui n'est pas encagée, donc en ponte, en préparation d'hiver. On a fait une étude sur 6 semaines en fin de saison. On a formulé l'actif, et ce coup-ci, par contre, on est venu faire 2 applications. Une première application à T0, ensuite on a changé le traitement à T3 semaines, donc au bout de 21 jours, et jusqu'à T42, donc au bout de 6 semaines. Donc comme vous pouvez voir, la cinétique, voilà, ça a eu un impact de changer le traitement, on va dire, et on atteint quasiment pareil, hein, 87-88% d'efficacité totale au bout de 6 semaines. Donc là, ce coup-ci, pardon, c'est pas 95, mais c'est 90% la cible. Donc on n'est vraiment pas loin. Donc il faut clairement qu'on continue à travailler sur cette molécule pour pouvoir en sortir un traitement qui répondra, on l'espère, dans le futur à vos attentes. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu le screening. Qu'est-ce qu'on fait derrière parfois en ruche pour essayer d'aller un petit peu plus loin, pour connaître un peu plus ce qui se passe. Donc le mode d'application sur les abeilles, par contre, il y a encore des petites questions, hein. Le mode d'application sur les abeilles, que ce soit thoracique, abdominal, par alimentation, etc., semble avoir un impact sur les résultats. Donc voilà, il faut qu'on creuse, peut-être qu'on mette en place de nouveaux protocoles. Je vous ai présenté des actifs qu'on a utilisés uniquement seuls, c'est-à-dire j'ai qu'un actif dans ma solution. Voilà, peut-être qu'il faut réfléchir à faire des mélanges de différents actifs, mais voilà, il faudrait déjà très bien connaître un actif seul avant de commencer à pouvoir le mélanger, mais peut-être qu'on peut réduire de la toxicité abeille, on peut améliorer la toxicité contre varroa, ou à l'inverse, hein, on ne sait pas.
Augmenter aussi peut-être le temps d'observation. Certaines molécules sont beaucoup plus longues à agir que nos bases, on va dire, ou nos références, comme la mitrase, et aussi comprendre le mécanisme d'action d'un point de vue moléculaire. Au niveau de ces molécules, c'est quoi les sources d'identification? Donc, on fait pas mal de biblio en interne, hein, et ensuite on échange entre collègues, etc. Et ça peut donner des pistes sur des molécules à tester. Mais aussi, moi, tous les jours, je suis en lien avec des universités ou des entreprises, que ce soit françaises, européennes ou mondiales, clairement, présentes partout, des universités, des chercheurs, des structures indépendantes, des apiculteurs aussi parfois. Et donc, sous accord de confidentialité, donc ils nous présentent leurs résultats, leurs molécules. Et donc, nous, en général, on va aller le tester selon notre protocole pour pouvoir justement comparer à tout ce qu'on peut avoir accumulé au fur et à mesure du temps pour voir si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. Mais voilà, c'est vraiment important de pouvoir vérifier la reproductibilité de nos résultats et d'avoir des, des méthodes de comparaison. La deuxième grosse partie du Varroa 2.0, donc je vous l'ai dit en tout début de webinaire, c'est la reformulation d'actifs autorisés, mais aussi de nouvelles façons de traiter ces colonies. Alors du coup, pour ça, on avait une petite question pour vous. Donc vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'afficher. Vous avez juste à répondre à la question en cochant. Vous avez à peu près 2 petites minutes pour le faire. Et puis on vous partagera les résultats juste après. Donc la question, hein, est-ce que vous, en tant qu'apiculteur, vous mettez déjà en place des méthodes de lutte, médicaments et ou biotechnie, pour réduire l'infestation varroa au printemps ou à l'été, avant votre traitement de fin de saison? Donc réponse A, oui. B, non, je n'applique qu'un traitement de fin de saison. C, non, je n'applique qu'un traitement de fin de saison plus un rattrapage hivernal. Ou D, je ne traite pas. Donc je profite pour boire un petit coup et vous laisser répondre à cette question. Alors du coup, j'ai les résultats. Donc on a 46% des personnes qui appliquent déjà des méthodes médicaments biotechnie au printemps ou à l'été. C'est plutôt un bon score. 13% qui n'appliquent qu'un traitement de fin de saison. 36% des répondants qui appliquent un traitement de fin de saison et un rattrapage hivernal. Et 4% des répondants qui ne traitent pas. Voilà, c'était juste pour vous partager rapidement les résultats. Donc moi, je vais continuer. Donc les objectifs de la reformulation d'actifs existants. L'objectif, clairement, c'est identifier des nouvelles formes galéniques pour à la fois améliorer la diffusion de l'actif en ruche, améliorer son efficacité et sa cinétique d'action, avoir des traitements qui sont plus rapides, améliorer également la stabilité de l'actif, c'est-à-dire le moment où vous achetez le médicament, s'il est toujours dans son packaging d'origine, etc., vous pouvez potentiellement le garder plus longtemps. Faciliter la mise en place du traitement en ruche pour que ça prenne le moins de temps possible, que ce soit très facile, et permettre justement aux apiculteurs de disposer de traitements de courte action pour réduire le seuil d'infestation varroa avant le traitement de fin de saison, pour lequel il ne faudra jamais déroger. Qu'est-ce qu'on mesure pour cette thématique de ce projet? Donc on fait des efficacités contre varroa. Donc nous, on compte sur l'ange, donc on met des langes graissées au fond de la ruche et tous les jours ou toutes les semaines, on va aller compter le nombre de varroa qui tombent, etc. Ensuite, classique, un traitement de contrôle, et on calcule le nombre de varroa qui sont tombés pendant mon traitement, divisé par tout ce qui est tombé pendant mon traitement, plus ce qui est tombé pendant le traitement de contrôle. Ça me donne une efficacité totale. Et on vérifie aussi l'innocuité pour les abeilles avec des trappes à abeilles mortes devant chaque colonie. Donc là, je vais vous présenter par exemple des résultats. Hein. Donc, juste pour votre information, je ne citerai pas de nom, mais c'est un produit pour lequel on a eu l'autorisation il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, hein, clairement, avec une vocation derrière de le proposer pour d'autres marchés. Mais voilà, c'est des choses qui prennent un peu plus de temps d'un point de vue réglementaire. Mais à terme, on espère qu'il sera présent dans d'autres marchés que les États-Unis. Dans ce premier tableau, ce que vous pouvez voir, c'est des colonies qui ont été... la reine a été encagée pendant 3 semaines. Au décagement, on a appliqué notre traitement pendant 7 jours. Et ensuite, on a fait un traitement de contrôle. Donc, comme vous pouvez voir, au bout de 7 jours, donc en ruche, le groupe A, c'était des ruches d'Adam. Donc, au bout de 7 jours, on a fait tomber 100% des varroas, de l'infestation totale de la colonie. Dans les ruches Langstroth double corps, on a fait tomber 99%
Donc un traitement très très efficace, hein. Dès le lendemain de l'application, on avait fait chuter 94% de l'infestation totale pour les dadans, 93% pour les Langstroth double corps. Et ensuite, on a vérifié justement cette efficacité, mais dans des colonies ce coup-ci, on va dire en conditions normales, c'est-à-dire la reine n'est pas encagée, donc c'est des conditions que vous allez retrouver pendant la saison, etc., entre deux mielées, avant une mielée, juste avant le traitement de fin de saison, etc. Et on a fait une application ou alors deux applications, juste pour bien vous détailler une et deux applications. Donc une application à T0, je mets le produit, à T7, je l'enlève, le traitement est terminé. Pour les deux applications, à T0, vous mettez la première application, au bout de 7 jours, vous retirez le traitement, vous attendez 7 jours et vous réappliquez une deuxième fois pendant 7 jours. Comme ça, vous couvrez au total 21 jours. Donc sur les ruches d'Adam, sur ce deuxième tableau, donc au bout d'une application, on a fait tomber 69% de l'infestation totale après une application, 81% après deux applications à 14 jours d'intervalle. Pour les ruches Langstroth double corps, on a fait tomber 56% après une application et 83% de l'infestation totale. On a réduit l'infestation totale de varroa de 83% après deux applications à 14 jours d'intervalle. Donc c'est un traitement de courte action qui permet de réduire rapidement la population de varroa phorétique. Alors celle-là, je vais essayer de la faire claire. Donc c'est une étude qu'on a menée à Chaillac sur 70 semaines, donc plus d'un an et demi quasiment, dans lequel vous avez deux groupes. Donc les courbes bleues, enfin les histogrammes bleus, on a fait uniquement un traitement de fin de saison. Et les histogrammes orange, on a fait 4 petits traitements flash dont je viens de vous montrer les résultats, et ensuite un traitement de fin de saison. Pour les petits traitements flash ont été indiqués avec une petite étoile rouge. Le petit carré rouge que vous voyez ici, c'est l'application du traitement de fin de saison. Donc on a appliqué au même moment dans les deux groupes. Et ce que vous pouvez voir, donc ici, ce que vous voyez là, c'est la mortalité cumulée moyenne des varrois. Donc comme vous pouvez voir, dans le groupe où on a appliqué juste un traitement de fin de saison, à partir de la semaine 17, donc à partir de fin juin, juillet, on voit que la mortalité cumulée des varrois sur les langes croît exponentiellement. Ce n'est pas l'infestation totale, c'est la mortalité naturelle cumulée, enfin naturelle entre guillemets, parce qu'on a appliqué un traitement, mais on n'a pas appliqué de traitement de contrôle derrière, donc on n'a jamais une efficacité totale. Mais ce que vous pouvez voir entre ce groupe-là, uniquement traité avec un traitement de fin de saison, et le groupe où on est venu appliquer tout au long de la saison des petits traitements flash, vous pouvez voir la différence entre les mortalités cumulées et donc forcément par voie de conséquence sur les infestations totales. Donc l'application de ces petits traitements flash tout au long de la saison à des moments bien précis qui va vous falloir, vous, apiculteurs, trouver le bon moment, etc., permet en gros de casser la croissance exponentielle de varroa et du coup, au moment où vous allez appliquer votre traitement de fin de saison, d'être beaucoup plus serein parce qu'au lieu, par exemple, d'avoir des infestations à 10 000, 18 000 varrois au moment où vous mettez votre traitement de fin de saison, peut-être que vous serez uniquement à 2 000, 4 000 varrois. Donc c'est beaucoup plus efficace pour le traitement de fin de saison et vous allez avoir forcément moins de mortalité et des meilleures abeilles d'hiver beaucoup plus rapidement pour préparer la colonie pour l'hivernage. C'était pour vous présenter ces petits résultats. Donc les étapes suivantes, maintenant qu'on a trouvé, identifié des molécules ou des nouvelles façons de traiter, comment va-t-on jusqu'à l'enregistrement d'un nouveau médicament? Alors, par exemple, pour une nouvelle molécule, il faut trouver sous quelle forme on veut l'appliquer en ruche. Quel support on veut utiliser. Quelle est la stabilité de l'actif? C'est-à-dire, entre ce que je mets au début et ce que vous allez retrouver, vous, quand vous achetez le médicament, il faut que ce soit la même chose. Vérifier aussi l'efficacité du produit, bien évidemment, dans les ruches. Vérifier la tolérance pour les abeilles. Mais également, point très important, vérifier l'absence de résidus, que ce soit dans le miel ou dans la cire. Donc ça, c'est la sécurité consommateur, mais aussi sécurité pour vous, apiculteurs, sur la qualité de la cire que vous allez pouvoir utiliser derrière. Et il faut également générer un dossier complet sur la molécule elle-même.
Et ensuite, on a toute une étape de développement clinique, donc les études cliniques, on appelle ça. Donc c'est un peu ce que je fais au jour le jour. Donc c'est confirmer justement les propriétés du nouveau médicament dans des conditions normales d'utilisation et sur le terrain. Donc que ce soit en termes d'infestation totale, de taille des colonies, de pratiques apicoles, etc. Il faut qu'on puisse vérifier que voilà, notre traitement, dans des conditions normales, il est efficace. Donc c'est des tests qui sont réalisés en général par une structure indépendante, et qui sont soumises aux bonnes pratiques de laboratoire, BPL. Ça, c'est les seules données qui sont recevables par une agence pour accepter un dossier d'homologation. Donc ces études, elles sont strictement encadrées afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité du nouveau médicament. Donc ensuite, au niveau de tout ça, après on va faire la demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc on va compiler toutes les données des essais précliniques, cliniques, également les dossiers qu'on a sur la molécule en elle-même. Et on va soumettre ça aux autorités. Donc on a plusieurs cas. Donc on a l'Agence nationale du médicament vétérinaire, l'ANSES ANMV pour la France. On peut aller voir d'autres agences nationales. On peut aller voir l'Agence européenne des médicaments, l'EMA. Et on peut également faire une demande d'AMM centralisée pour l'ensemble des États de l'Union européenne. Et en gros, qu'est-ce que vont faire ces agences? Donc elles vont regarder un petit peu toutes les données qu'on a générées pendant le temps où on a développé le médicament, que ce soit de la première idée jusqu'au produit final. Donc on est obligé de tout retracer l'historique. Et elle va évaluer le rapport bénéfice-risque de ce nouveau traitement. Et du coup, on a une deuxième petite question pour vous, histoire de vous faire travailler un petit peu. Pardon. Donc pareil, vous allez avoir une petite fenêtre pour y répondre. Pardon. Et donc, en moyenne, combien d'années sont nécessaires pour vous pour développer et commercialiser un nouveau médicament à partir d'une nouvelle molécule? C'est-à-dire donc une molécule qui n'est pas encore autorisée pour son usage en apiculture. Donc de 2 à 7 ans, de 8 à 12 ans ou de 13 à 20 ans. Donc voilà, on voulait vous faire un petit peu réfléchir par rapport à tout ça, juste pour essayer peut-être de répondre à certaines questions, mais vous en êtes où? Quand est-ce que ça arrive, etc. Donc voilà, je vous laisse répondre un petit peu et après on va voir les résultats. Alors, pour 14% des répondants, donc 16 personnes sur 117, de 2 à 7 ans, 68% des répondants de 8 à 12 ans et 18% de 13 à 20 ans. Eh ben, je pense qu'on peut dire que la majorité a raison. Du coup, juste voilà, pour vous détailler un petit peu, j'ai repris la diapositive d'avant et je vous ai mis juste une échelle de temps. Donc en gros, le screening, le tri des milliers de molécules ou des centaines de molécules, on va peut-être pas parler de milliers. La présélection de quelques molécules qui s'avèrent potentiellement intéressantes. Donc on égrène à chaque étape. Ensuite, la molécule candidate, l'ensemble des données qu'on va devoir générer sur cette molécule, savoir des données de toxicité, aiguë, chronique, etc. Les données précliniques qu'on va devoir générer, le développement clinique, c'est-à-dire voilà, la vraie recette du médicament et qu'elle soit efficace, en tout cas dans des conditions de terrain pour les apiculteurs, la stabilité, la qualité, clairement, ça c'est des points qui sont non négociables. Et ensuite, l'obtention de l'autorisation de vente. Donc, comme vous pouvez voir, donc c'est des phases. En gros, tout ça, ça peut prendre entre 8 et 12 ans. Et il faut savoir, ça c'est, on n'est pas à l'abri que ça arrive, et c'est pour ça que c'est très difficile en tout cas. C'est pas parce que ici, on est arrivé à une molécule candidate très intéressante que par exemple, un an plus tard, on va se rendre compte que ah ouais, finalement cette molécule, elle se fixe dans le miel. Et du coup, d'un point de vue santé ou sécurité consommateur, on ne peut pas aller plus loin parce que justement, on risquerait de faire prendre des risques aux consommateurs et du coup être au-dessus des limites maximales de résidus qui auraient pu être mises en place pour cette molécule. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a la molécule candidate qu'on va réussir à faire un médicament derrière. Donc ça, c'était vraiment pour vous donner un petit peu la difficulté de développer de nouveaux médicaments, surtout avec des nouvelles molécules qui ne sont pas encore autorisées en apiculture. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vais redonner la parole du coup à Yanis. Alors, excusez-nous pour tout ça. Donc on va attendre que Yanis
se reconnecte. Moi, en attendant, ce que je peux essayer de faire, donc pendant qu'Yanis va revenir, donc j'ai ma collègue Johanna qui nous suit dans les coulisses, on va dire, qui me pose quelques questions, donc je vais essayer d'y répondre. Pourquoi seulement 24 heures pour observer le comportement des abeilles? Alors, il faut savoir que c'est un protocole qu'on fait en in vitro, donc c'est-à-dire qu'on essaye de générer des résultats rapidement, et on considère que 24 heures dans des conditions de laboratoire et à des telles concentrations sont suffisantes pour voir si on va avoir un effet à la fois sur les abeilles et sur Varroa. Donc ça fait partie de nos protocoles. Est-il envisageable possible d'avoir une dérogation pour un médicament qui aurait 88% d'efficacité? Très bonne question. Clairement, 88%, on s'approche des 90% avec les variabilités, etc. Nous, l'objectif, c'est d'atteindre ces 90%, parce que vous n'êtes pas sans savoir, hein, parfois, avec un même traitement, vous allez avoir de très bons résultats dans certaines ruches, des résultats moyens dans d'autres. Donc clairement, nous, de notre côté, on va essayer de maximiser cette efficacité pour respecter ces guidelines européennes qui sont fixées pour toute compagnie qui souhaite mettre un nouveau produit sur le marché. Donc clairement, nous, on essaye de répondre à ces guidelines et on essaiera de déposer ce médicament uniquement quand on aura atteint la cible qu'on s'est fixée. Après, si vraiment il y a toujours peut-être des possibilités je sais pas, d'échanger avec les agences, etc., mais c'est clairement pas l'objectif, l'objectif actuel. Nous, on essaye de répondre aux guidelines et aux conditions d'obtention d'une autorisation de mise sur le marché. Alors Yanis, on ne l'entend toujours pas. Du coup, je continue avec les questions que Johanna me transfère. En médecine humaine, on parle de combothérapie, plusieurs molécules pour une efficacité améliorée et toxicité effet indésirable moins important. Est-ce également testé chez vous, par exemple, tofluvalinate plus amitrase? Alors, j'en ai parlé un petit peu pendant le webinaire. Pour moi, en tout cas, pour nous, ce qui est vraiment important, c'est déjà de connaître un actif utilisé seul avant de commencer à vouloir le combiner. Je reprends cet exemple de tofluvalinate pour amitrase. Clairement, à mon sens, si je ne me trompe pas, en tout cas, on a des effets synergiques qu'on appelle, c'est-à-dire que ça va se coupler et qui sont négatifs, c'est-à-dire qui peuvent provoquer une toxicité supplémentaire pour les abeilles. Donc clairement, ne pas mélanger. Quand vous mettez un médicament dans vos ruches, vous mettez un seul médicament. Vous ne commencez pas à mettre un médicament avec de l'amitrase, un médicament avec du tofluvalinate, plus un autre avec de la flumétrine, plus du thymol. Les molécules, quand elles sont étudiées, en tout cas pour une demande d'autorisation de mise sur le marché, elles sont étudiées dans la condition du médicament et pas d'un mélange de médicaments. Donc là, on peut vous garantir absolument rien. On ne sait pas si ça va marcher. Peut-être que ça va finir par tuer vos colonies. Donc soyez très vigilants sur ce que vous faites. Et clairement, la piste de la bithérapie, nous on appelle ça comme ça, la bithérapie, c'est-à-dire le mélange, la billetterie et plus, la bithérapie, c'est-à-dire commencer à mixer deux molécules, il faut vraiment déjà connaître chaque molécule une par une, et ensuite on pourra essayer de voir pour mixer des molécules, pour essayer justement de peut-être coupler deux molécules où on a des résistances déjà déclarées, pour essayer, voilà, d'améliorer les choses ou alors d'utiliser deux propriétés différentes, c'est-à-dire une molécule qui va agir sur un récepteur, une molécule qui va agir sur un autre, essayer de les coupler pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais il ne faut clairement pas qu'on ait d'effets synergiques négatifs au niveau des abeilles. Question suivante. Donc, bonjour et merci beaucoup pour ce webinaire. Ce fut un plaisir. Certaines nouvelles molécules n'ont en plus pas encore de LMR fixé et cela prend aussi du temps. Est-ce aussi à vous de faire les études pour la fixer? Alors au niveau de la fixation des LMR, c'est des décisions qui sont étatiques. C'est-à-dire que chaque État va aller décider. En gros, nous, on va devoir en gros faire des études pour montrer un petit peu la sécurité de la molécule, telle concentration, etc. et proposer une limite maximale de résidus. Et chaque État ensuite, au niveau européen, va valider ou pas cette ELMR. Sachant que cette ELMR peut être revue. Ça se passe beaucoup en agriculture aussi, sur les produits de phytoprotection.
elle peut être revue au fur et à mesure du temps, de l'évolution du médicament, de son utilisation, etc. Elle peut être réduite, augmentée. En général, c'est plus réduite. Mais clairement, oui, c'est à nous de travailler pour avoir une obtention d'une limite maximale de résidus pour une nouvelle molécule. Alors pour tout ce qui est molécules organiques, normalement, on n'aura pas besoin. Par contre, pour tout ce qui est molécules de synthèse, on aura besoin de faire ces travaux-là. Et c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, clairement, pour générer ces données-là. Donc j'espère avoir répondu là-dessus. Avez-vous une idée de la sortie des nouvelles molécules intéressantes? C'est marrant cette question, je l'ai à chaque fois. Donc juste pour vous répondre, moi, l'objectif c'était de vous montrer comment on travaille, de vous montrer qu'on avait des résultats qui étaient quand même très intéressants. Comme je vous ai dit un petit peu à la fin du webinaire, c'est pas parce qu'on en a identifié une qui est intéressante qu'on va réussir à en faire un médicament. Donc j'ai pas envie de vous, en gros, de vous dire, bah voilà, telle molécule, elle sera sur le marché dans 3 ans, parce que je ne peux aucunement le garantir. Et voilà, c'est aussi un moyen, nous, de ne pas vous faire croire à ce qui est impossible. Donc on va essayer de travailler, c'est pas on va essayer, on travaille d'arrache-pied, hein, clairement, on est 100% de notre temps pour sortir des nouvelles solutions. On va travailler au maximum de nos capacités pour essayer de sortir le plus vite possible les nouvelles molécules, ou alors après des nouvelles formes galéniques d'actifs qui sont déjà existants, pour pouvoir vous apporter de plus en plus de solutions. Après, ce sera à vous, avec aussi vos conseillers sanitaires, etc., d'utiliser un petit peu tous les outils, alors que nous on développe ou que d'autres, par exemple, d'utiliser tous ces outils pour essayer d'élaborer une stratégie de lutte intégrée, IPM on appelle ça, de lutte intégrée pour essayer aussi vous, de votre côté, de garantir par l'usage et le bon usage, j'ai envie de dire, donc pas tout le temps la même molécule, ayez ce réflexe de rotation, changer un petit peu de molécule pour éviter justement de perdre une molécule parce que au fur et à mesure, c'est sûr que si vous utilisez une molécule pendant 30 ans, à un moment, on va avoir des problématiques de résistance. Donc vraiment, réfléchissez à ça de votre côté sur la lutte intégrée, les rotations, les méthodes biotechniques, comment vous pouvez coupler, par exemple, la création des seins avec un traitement. Voilà, tout ça. Ça, c'est nous, voilà, on va essayer de vous proposer des outils pour vous aider. Ensuite, à vous aussi. Donc, nous, on va travailler aussi pour essayer de vous conseiller au maximum sur comment les utiliser, mais aussi après à vous de les prendre ce que vous souhaitez et d'essayer de mettre ça en place sur vos exploitations pour essayer à minima, enfin en tout cas au maximum, de limiter l'impact négatif de Varroa qui est très très problématique à l'heure actuelle, en plus de tout ce qui va arriver avec le changement climatique. Hein. Je pense que vous pouvez l'observer de plus en plus rapidement et surtout sur ces dernières années, avec les conditions climatiques qui se dérèglent un petit peu, ça devient compliqué pour nos petites colonies. Alors je ne sais pas si on a récupéré Yanis. Alors j'ai rejoint Johanna de l'autre côté, donc me revoilà sur un autre ordinateur. Donc le problème technique était de mon côté, tant qu'il n'était pas du vôtre, c'est le plus important. Une petite remarque sur les graphiques qui ont été présentés de la part d'un participant sur les graphiques du screening et une question touchant plutôt au témoin positif qui est utilisé, l'amitrase. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les résultats observés de ton côté, Rémi? Alors au niveau de la mitrace, donc nous on la teste tous les ans. On teste en général, on va dire, notre produit à base d'amitrase dans les ruches. Et au niveau du labo, donc on teste la molécule tous les ans. Et on a clairement toujours les mêmes résultats, quasiment 100% d'efficacité au bout de 2 heures, 4 heures et 24 heures. Donc je vois bien le sous-entendu à la question. Mais non, c'est clairement pas quelque chose qu'on observe, nous, au niveau de notre ruche expérimentale. On a toujours de très très bons résultats avec la mitrase. D'accord. Une question sur les espèces d'abeilles qui sont testées lors des différents protocoles. Est-ce qu'il y a une diversité dans ces espèces, Rémi? Alors nous, clairement, en majorité, hein, c'est de la Buckfast. Donc on achète des rennes tous les ans, des rennes Buckfast tous les ans pour essayer d'avoir un petit peu ce côté douceur et puis surtout beaucoup d'abeilles au niveau de nos colonies parce que c'est quand même, on fait beaucoup de manipulations, que ce soit pour les essais en ruche ou pour le labo, pour aller récupérer les abeilles, récupérer les varrois, etc., compter, faire des évaluations de colonies. Donc on part sur la Buckfast un peu plus douce et populeuse. Après, on a de l'hybride, hein, on a de la buck qui va aller s'hybrider quand elle essaime avec j'ai envie de dire des noirs locales. Mais en majorité, clairement, c'est sur de la Buckfast. Et je pense pas que ça ait un impact
qu'on ne travaille que sur la bug phase en tout cas pour nos résultats in vitro. Donc clairement, on n'a pas de mélange de plusieurs races ou espèces d'abeilles, quoi. C'était la question. Une question plus large, est-ce qu'on envisage la recherche d'un prédateur du varroa? Un peu le côté lutte biologique. Objectif du webinaire pour l'instant. Là, on parlait vraiment de la recherche de nouveaux actifs. On n'est pas fermé à cette hypothèse ou à cette recherche. Après, d'un point de vue connaissance de tout ça, c'est très très compliqué à mettre en place. Soit il faut l'appliquer très souvent parce qu'en général, ce pseudo-prédateur ou prédateur a du mal à s'installer dans l'environnement ruche. On va pas se mentir, les abeilles se défendent de tout corps étranger, de toute présence étrangère. Donc, on n'est pas fermé à l'hypothèse. Après, clairement, à l'heure actuelle, on a très peu de pistes. En tout cas, beaucoup moins que les nouvelles molécules pour le moment. Mais c'est pas une hypothèse qui est fermée. Ouais, pour appuyer ce que tu dis, je pense que c'est vraiment la différence aussi dans un écosystème sauvage, hein, et les colonies sauvages d'abeilles et la mise en application dans les ruches et l'apiculture, comme tu disais, Rémi. Mais le point important, c'est aussi qu'on est ouvert à toute collaboration et tout sujet. En tout cas, on traite vraiment avec tout intérêt tous les sujets qui touchent très largement à la santé de l'abeille. Oui, tout à fait. Je vais peut-être rebondir un petit peu là-dessus aussi. C'est vraiment, moi, je suis en contact avec plein de gens à travers le monde. C'est ça qui est passionnant. Des gens qui ont plein d'idées, etc. Donc forcément, faut essayer de faire un petit tri sur tout ça parce qu'on peut pas tout traiter, on peut pas tout faire. Si on veut bien travailler, il faut forcément qu'on priorise certains projets. Mais clairement, si peut-être des gens ont des idées ou des compagnies qui assistent à ce webinaire, etc., il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous. On protégera, c'est vos connaissances. Il y a des accords de confidentialité, etc. On peut échanger. Mais voilà, on est meilleurs ensemble que chacun de son côté, j'ai envie de dire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous. Et si on peut travailler pour proposer les solutions de demain ensemble, tant mieux, franchement. Et aussi sur la base, je pense, de nos connaissances actuelles et de nos investigations précédentes. Mais ce qui nous amène d'ailleurs à une autre remarque et une petite question d'un des participants, là encore. Comment et dans quelles conditions un apiculteur peut participer aux essais cliniques? J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, c'est pour les essais cliniques, en tout cas, moi, de ce que je gère, en général, je travaille avec des structures indépendantes. Ces structures indépendantes ont soit des colonies en propre, soit ils vont aller acheter des colonies à un apiculteur. Mais ce n'est pas l'apiculteur qui va faire l'étude. Donc moi, je passe toujours par des prestataires qui sont certifiés BPL ANMV, bonne pratique de laboratoire par l'Agence du médicament française. Donc c'est des gens qui sont formés sur la récolte des données, sur la traçabilité des données, sur des protocoles précis d'évaluation de ruches, etc. Clairement, c'est un travail de pur scientifique. C'est pas un travail pour moi d'apiculteur. Je dis pas que vous n'êtes pas capable de le faire, etc. Mais commencer à faire des études cliniques avec des apiculteurs, etc. Je pense que déjà d'un point de vue réglementaire, c'est très compliqué parce que vous, c'est des ruches derrière qui vont repartir dans le système production, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire du miel, etc. après. Alors je vais vous dire, oui, par exemple, je t'ai pris 100 ruches, tu as fait une tonne de miel avec, cette tonne de miel, on l'a détruit parce que je ne peux pas prendre ce risque, etc. Parce que le médicament n'est pas encore enregistré. Donc clairement, nous, on s'adosse à des partenaires qui sont surtout certifiés BPL, ANMV pour pouvoir derrière utiliser les données pour les demandes d'autorisation. Si ces données ne sont pas certifiées BPL, je ne peux pas les utiliser pour les agences, en tout cas. Donc c'est là un petit peu la limite de tout ça. Est-ce qu'on peut ajouter, c'est effectivement, toutes ces accréditations sont nécessaires et essentielles aussi pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité en termes d'uniformité, mais d'assurer aussi un périmètre constant et une sécurité. Pour aller un peu plus loin, Rémi parlait des BPL, on a aussi les BPF qui sont les bonnes pratiques de fabrication et les bonnes pratiques de distribution du médicament vétérinaire. Tout à fait. Il y avait une remarque sur une des slides que tu as présentées où c'était un traitement sur une durée de 6 semaines qui a été testé. Suite à cela, il a été appliqué un acide oxalique de contrôle fin octobre. Et il y a plusieurs questions qui ont émané de ce point-là. Avez-vous testé plutôt sur fin juillet, par exemple, pour avoir l'effet des températures sur l'actif? Alors clairement, là, c'était des premières études, donc ça a été relativement appliqué tardivement. Alors, c'est pas en octobre où on a fait l'acide oxalique. En général, nous, ce qu'on fait,
par le traitement de contrôle. Nous, on applique notre traitement sur la durée qu'on souhaite évaluer. Donc là, c'était 6 semaines. Après ces 6 semaines, on est parti sur un traitement qu'on appelle de référence. Donc ce traitement de référence, c'est un traitement qui a une AMM. On va l'appliquer jusqu'à ce qu'on soit en situation de hors couvain. Parce que nous, là, au niveau où on est, dans le centre un petit peu de la France, on ne va pas aller en Cagénorène au mois d'octobre, ça risquerait d'être compliqué pour la survie des colonies. Donc on met ce traitement de référence, et quand on est hors couvain, on retire le traitement de référence, on applique l'acide oxalique. Clairement, oui. L'objectif, c'est de pouvoir tester ces différentes formulations, etc., à différents timings. Après, clairement, les températures qu'on a eues, donc les résultats que je vous ai présentés, c'était des résultats de 2022. Les températures qu'on avait au mois de septembre étaient quand même déjà suffisamment chaudes. Donc, on a déjà une bonne vision un petit peu de comment se comporte l'actif. Et peut-être que c'est un peu comme la mitrase, c'est un actif qui est température indépendant. C'est-à-dire, peu importe les conditions extérieures, il aura la même efficacité. En tout cas, pas de risque de toxicité pour les abeilles. Une autre question, Rémi, pour toi. Travaillez-vous principalement sur des molécules dont les modes d'action est connu ou cherchez-vous à varier le mode d'action des nouvelles molécules par rapport aux produits existants? Alors, ça serait la meilleure stratégie à appliquer, c'est-à-dire de trouver des nouveaux modes d'action. Quoique, là, je fais une petite parenthèse, mais sur les actifs déjà autorisés, en général, on a une bonne idée du mode d'action, mais à mon avis, pas définitive. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à connaître sur ces actifs. Donc, clairement, ce n'est pas une barrière qu'on se met. C'est pas parce qu'on ne va pas connaître le mode d'action qu'on va pas aller travailler sur la molécule. Donc ça, c'est clair. Nous, l'objectif, c'est d'en trouver des nouvelles. Comme vous avez pu voir, il n'y en a pas beaucoup qui sont ressortis quand même de toute notre screening. Donc l'objectif, c'est pas de se mettre de barrières supplémentaires. Si on arrive à trouver une nouvelle molécule qui fonctionne, etc., eh ben on va essayer d'en faire un médicament et peut-être derrière de comprendre, si on ne le connaît pas déjà, en tout cas le mode d'action. Parce que ça, c'est des étapes qui prennent encore beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'années. Alors si on devait faire ces étapes avant la mise sur le marché, c'est plus 8 à 12 ans que vous devriez attendre en tout cas. Je pense qu'on serait largement plus proche des 20 ans que moins, quoi. Si on devait vraiment comprendre exactement le mode d'action. Mais ça serait vraiment une information très très intéressante, là je suis d'accord. Pouvoir justement améliorer les rotations, etc. Merci Rémi pour l'ensemble des réponses aux questions qui t'ont été posées. On n'a pas pu toutes les évoquer aujourd'hui, comme on vous le disait en préambule, on reviendra spécifiquement avec des réponses et on consultera et on vous apportera plus de visibilité sur les points et sur les questions sur lesquelles on peut répondre. N'oubliez pas que ce webinaire, en tout cas, sera disponible pendant 1 mois en replay. Et si vous n'avez pas eu la chance de poser des questions ou de nous interroger sur certains points, vous avez toujours l'adresse info@vetopharma.com sur laquelle vous pouvez nous contacter. Une nouvelle fois, au nom de l'équipe Vetopharma et de tous les participants, et aussi un grand merci à l'organisation, nous vous remercions de votre présence et nous restons à votre disposition. Merci beaucoup tout le monde et passez une très bonne soirée. Une bonne soirée, merci Rémi, merci à tous. Au revoir.